Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC. Ce cadre de concertation a pour but d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs du secteur minier. Plus de 150 participants ont pris part à ces assises. Et puis, les Nations Unies réaffirment leur volonté de mettre fin à l'insécurité grandissante dans la partie est du pays. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies, la question sur le cantonnement des M23 est à ce jour irréductible. Elle a dit au cours de l'audience accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Enfin, c'est un spectacle désolant qui s'observe depuis quelque temps ici à Kinshasa. Des montagnes d'immondices jonchent les rues des communes de Kassavubu et Selembao. Ajoutez à cela des nids de poules qui ont élu domicile aux côtés des Quinois sous la barbe des autorités compétentes. Un cri d'alarme est lancé pour rendre Kinshasa salubre, à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Vous avez bien fait de choisir la RTNC. Je disais donc, la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC s'est tenue ici à Kinshasa. Il a réuni plus de 150 participants impliqués dans la gestion de secteurs extractifs. L'objectif pour le Conseil présidentiel de veille stratégique est d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre les acteurs dans le secteur minier. Un reportage de David Moubenga. Réorganiser les secteurs miniers et les rendre plus attractifs et bénéfiques, c'est ce qui justifie cette première réunion du Conseil présidentiel des veilles stratégiques CPVS. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué l'initiative du CPVS pour l'organisation de ces assises. Que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif. Sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation, pour autant qu'il permette de fédérer les contributions, les meilleures de tout un chacun, en vue d'atteindre les objectifs transcendentablement assignés à cette noble initiative. François Mamba, coordonnateur du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, s'est attardé sur la mission assignée à cette structure qui est entre autres de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'engagement du chef de l'État tel que structuré dans le programme d'action du gouvernement. Il s'agit notamment d'identifier les difficultés qui apparaissent dans la mise en œuvre des politiques publiques, des réformes et des principes de bonne gouvernance afin de contribuer au renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises minières, l'amélioration de la gouvernance minière et la maximisation des retombées socio-économiques pour les communautés locales. Antoinette Samba, ministre des Mines, a émis les vœux de voir les résolutions issues de ces travaux être transmises dans les ministères sectoriels pour relever les défis, surtout en matière d'exploitation artisanale. Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal de Patti Tondangou. Et puis vers l'officialisation du groupe d'amitié sino-congolais, la question était évoquée ce jeudi entre le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur de la Chine en RDC, Robert Ndaichisense, pour le reportage. La réélection du président chinois Xi Jinping lors du 20e congrès du Parti communiste chinois place à la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Au niveau du Parlement congolais, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokoumé Soumangou, a échangé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, M. Zhu Jing, sur l'officialisation du groupe d'amitié parlementaire sino-congolais. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais et au Parlement chinois.
Au-delà de la diplomatie parlementaire basée sur les intérêts fondamentaux entre les deux peuples, les deux personnalités ont également évoqué la question de l'agression rwandaise. André Mbatabe Tukumesu a réitéré à l'ambassadeur chinois qu'il ne sera jamais question de négocier avec les groupes terroristes avant d'inviter la Chine à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour total de la paix et l'intégrité territoriale. L'ambassadeur chinois n'a pas hésité de clarifier la position de son pays. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, contre toute agression de l'extérieur, mais aussi contre toute ingérence dans les affaires internes congolaise de la part des forces extérieures. Donc la Chine est un ami et partenaire fidèle de la RDC. Nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Il repart satisfait de la position du premier vice-président de l'Assemblée nationale par rapport à la création du groupe d'amitié sino-congolais. Je l'ai dit au sommaire, le cantonnement du mouvement rebelle qui opère à l'est de la RDC est irréductible. Petite phrase de la chef de la MONUSCO qui a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Les questions liées à la réforme du secteur de la sécurité a été aussi débattue entre les deux personnalités. Oscar Mbalkaïj. Quelques diplomates en poste en RDC ont été tour à tour les hôtes du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Le premier à franchir le seuil du bureau du patron de la Défense, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi, accrédité en RDC, Sylvestre Mamina. Ça a été un moment d'échanger sur des dossiers d'intérêt bilatéral entre la RDC et le Burundi, surtout concernant la défense, mais aussi, pourquoi pas, échanger sur les prochaines assises de Goma. On a un contingent burundais qui est en processus de déploiement dans pas mal de localités dans le processus de désengagement du mouvement M23. Et puis est venu le tour de la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta. Plusieurs sujets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ont été abordés. La question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité, en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes et beaucoup d'autres dossiers. La défense de l'intégrité territoriale ainsi que le retour de la paix dans l'est de la RDC constituent une des priorités de l'action du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Bintou Keïta s'est aussi entretenu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur l'intervention de la police nationale congolaise dans le plan d'évaluation du retrait de la MONUSCO. Sachez également que l'archevêque de la ville de Kisangani a lui aussi été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec qui Peter Kazadi a abordé les questions liées à la situation d'insécurité qui prévaut à Kisangani et dans la province de l'Ituri. Alain Bikaï. L'intervention de la police nationale dans les contextes des plans de réévaluation et le départ de la MONUSCO a été passé en revue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. La représentante d'Antonio Guterres était venue échanger avec les patrons de la sécurité nationale sur le projet d'intérêt commun. Et nous avons discuté de la sécurisation du processus électoral et en même temps nous avons regardé tout ce qui va concourir notamment au pré-cantonnement, des M23. Avec les représentants du PNID, Maman Damien, il était question du renforcement des partenariats entre la République démocratique du Congo et son institution dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité qui fait partie des priorités depuis Kazadi Kankonde. La situation sécurité qui prévaut dans la ville de Kisangani et dans l'Ituri était aussi abordée par les patrons de la territoriale congolaise avec l'évêque métropolitain de Kisangani.
Marcel Outembi était venu lui présenter quelques préoccupations sécuritaires dont fait face la population de ces deux provinces. Les rétablissements de l'autorité de l'État étant au centre de ces actions, Maître Peter Kazadi Kankonde dut prendre en considération cette situation. Il a réservé une oreille attentive aux préoccupations que nous avons partagées avec lui. Il nous a rassuré qu'il partagera ses préoccupations avec la hiérarchie. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant était venu faire part au garant de la sécurité nationale de quelques projets de collaboration concernant la formation de la police nationale congolaise. Et avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, la représentante du secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé la volonté de la mission de l'ONU d'accompagner Antipas Mbusa-Nyamwisi dans ses nouvelles missions, notamment celle de porter la politique de la RDC au sein des organisations régionales. Sylvie Mwimbo pour le reportage. La République démocratique du Congo est sur la défensive de manœuvres de la balkanisation à l'est du pays. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a rassuré à Antipas Mbusa-Nyamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, du soutien de la MONUSCO pour pacifier l'est de la RDC. Le programme de désarmement, démobilisation et de relèvement communautaire et stabilisation, le prochain sommet des chefs d'État à Bujumbura au Burundi ou encore la feuille de route de Luanda et celle de Nairobi, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ont exploré différentes pistes susceptibles d'aboutir à une paix durable à l'est du pays. Je suis là pour une visite de courtoisie, de première prise de contact, pour discuter des dossiers justement de l'intégration régionale et comment gérer les dossiers complexes actuels qui ont trait justement au dossier du Petit Nord avec le M23, mais également tout ce qui va concerner la préparation des prochaines étapes de discussion qui vont avoir lieu le 6 mai à Bujumbura autour de l'accord d'Addis Abeba et de voir comment est-ce que dans ce partenariat nous allons travailler ensemble, conjointement, aussi avec le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Aucune piste ne sera épargnée pour une paix définitive dans l'est de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix à l'est de la RDC préoccupe aussi les organisations internationales. Pour ce faire, deux délégations de la CIRGL et de l'OACEP ont été reçues par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, Doris Mozo, Henri Amoury. De la paix dans la partie orientale de la RDC n'est pas seulement interne. Plusieurs personnalités et communautés s'en préoccupent. C'est la raison de la présence de plusieurs organisations internationales en République démocratique du Congo. Objectif du séjour à Kinshasa du secrétaire général de l'Organisation des États africains, Caraïbes et Pacifiques. Georges Rebé-Lompito a rappelé au vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, la solidarité de son organisation à la crise que traverse la RDC avec l'invasion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Il a également dit être venu soutenir et encourager les efforts du gouvernement de la RDC sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un communiqué final a sanctionné son séjour à Kinshasa, communiqué qui demande fermement et instantanément au M23 de cesser toute nouvelle progression et de se retirer des territoires qu'il occupe en RDC. La CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, elle aussi veut voir l'Est de la République démocratique du Congo retrouver sa paix. Une délégation conduite par son secrétaire exécutif a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et la francophonie. Christophe Lutundula Palapena-Pala a passé en revue toute la situation sans oublier les différents processus visant la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIRGL, a promis de travailler en étroite collaboration avec la République démocratique du Congo. Avec votre Excellence, nous avons traité des questions liées au renforcement des relations de coopération entre le secrétariat de la CIRGL et le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.
Alors, changeons de registre à présent. Pour une meilleure rentabilité, la Société nationale de loterie devrait fournir des gros efforts pour être compétitif. L'appel est de la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, aux responsables de la SONAL, Angèle Mabiala et Litumba. Nomination à la tête de la Société nationale des loteries par le président de la République, l'heure est à l'évaluation. Les membres du conseil d'administration et du comité de gestion ont effectué des déplacements dans plusieurs pays. Question de changer d'expérience en vue d'améliorer la qualité du jeu en RDC. La ministre d'État en charge du portefeuille voudra en avoir le cœur net. Le jeu qui est une épargne publique, il faut donc un suivi régulier. Nous avons pu avoir un arrêté du ministère des Finances qui remet la SONAL dans ce droit par rapport aux illégaux. À partir de cet arrêté, nous allons révisiter tous nos contrats, nous allons refonder la SONAL, c'est-à-dire nous allons diversifier nos produits, nous allons trouver des partenaires crédibles, capables d'apporter des solutions à la SONAL et aussi étendre ces activités sur toute la République. SONAL n'a pas de concurrent. En fait, toutes ces personnes-là sont des partenaires qui, en fait, travaillent et qui devraient être sous la SONAL. Malheureusement, ça ne se fait pas comme nous l'entendons, mais nous sommes en train de travailler pour qu'eux tous puissent revenir au sein de la SONAL et contribuer activement à donner à SONAL les moyens qui lui permettent de diversifier aussi les jeux et les produits. Les autorités de la SONAL qui remercient le numéro 1 des entreprises publiques pour son accompagnement entendent avoir un monitoring qui va leur permettre de suivre en temps réel tout ce qui se passe dans le monde du jeu. À noter qu'$1 milliard américain échappe au contrôle de la SONAL chaque année. Les différents partenaires qui opèrent en informel doivent être répertoriés et suivis de près. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, la SONAL se doit d'accompagner le gouvernement. Il ne faudrait donc pas qu'elle accumule le déficit au risque d'être asphyxiée. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a tenu une réunion d'évaluation du processus des élections syndicales dans les entreprises et établissements publics à l'intention décharger des ressources humaines de chaque entreprise membre de l'ANEAP. Yolande Voka pour le reportage. Le calendrier des élections syndicales sur toute l'étendue du territoire national dans des entreprises publiques est déjà connu. Les élections syndicales dans les entreprises du portefeuille et établissements publics ont débuté le 17 avril et prendront fin le 16 mai 2023. La publication des résultats de ces élections est prévue pour le 29 mai 2023. Pour évaluer chaque étape, l'ANEP a réuni les responsables de ressources humaines et le juridique des entreprises et établissements membres pour analyser et examiner ces processus. Comment est-ce que les élections syndicales se déroulent dans des entreprises? Dans notre entreprise, la SNEL, les élections syndicales se déroulent normalement. Nous sommes en train de respecter l'arrêté ministériel de Madame la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. À ce jour, nous sommes en pleine étape de la campagne électorale. Déjà la semaine prochaine, les syndicats pourront déjà déposer leur liste. L'objectif, c'est que, au plus tard, le 15 mai, que les élections syndicales se déroulent normalement au sein de la SNEL. Nous sommes de l'Office de route. Nous nous sommes conformés au calendrier qui nous a été envoyé par le ministre de l'Emploi. Bien que ce calendrier nous est parvenu en retard, nous nous sommes conformés. Nous avons déjà présenté notre calendrier. Conformément à l'article 253 du Code du travail, l'organisation des élections syndicales est une obligation pour toutes les entreprises et établissements publics relevant du monde du travail. Sachez aussi que le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics a inspecté les travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa, cela dans le cadre de la deuxième phase du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef du gouvernement, Willy Atunakov. Les travaux de modernisation de la voirie de la capitale dans le cadre de la deuxième phase du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef de l'État avancent normalement selon les constats faits mercredi 19 avril 2023 sur différents chantiers par les ministres d'État aux infrastructures et travaux publics. Accompagné par le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, ingénieur Georges Koshi Guiméa, le directeur général de l'OVD, Office de voirie et drainage, ingénieur Victor Toumba Chikela,
et le directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Alain Chimbalanga, l'homme du terrain, Alexis Guissaro, a commencé cette visite d'inspection sur l'avenue LDK à Binza Ozone avant de se rendre sur les avenues Tourisme, des Écuries et Ring 1 dans la commune d'Engalema. Le numéro 1 des ITP s'est aussi imprégné de travaux de construction par l'entreprise Aron Sefou du pont Luboudi dans le cadre du projet de désenclavement du Kanlouka, et c'est avant de visiter les chantiers de l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo. Sur l'avenue OUA 1, non loin de l'hôpital général de référence de Kintambo, le numéro 1 des ITP était désagréablement surpris de constater des constructions anarchiques érigées sur les collecteurs Mayenge, provoquant ainsi des inondations récurrentes et le refoulement de la rivière Makelele. Aujourd'hui, ce collecteur est obstrué parce que des individus, on ne sait par quelle magie et ou par quel titre, ils ont aujourd'hui le pouvoir de construire sur des zones non édificantes. C'est le lit majeur du fleuve. Donc une véritable construction anarchique. Ça, ce sont des choses dont nous devons, en tant qu'État, prendre des mesures exemplaires draconiennes pour tout simplement démolir toutes les constructions qui sont dans des zones comme celle-ci. Après l'avenue Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, où la population riveraine lui a soumis ses plaintes sur la qualité des travaux exécutés par l'entreprise contractante, le patron des ITP a bouclé sa ronde sur l'avenue du Livre qui relie l'avenue des Huileries à l'avenue Tézef dans la commune de la Gombe. Je l'ai dit au sommaire, plusieurs artères de la capitale sont envahies par des immondices, curés, des caniveaux, des ordures plutôt, et qui gênent plutôt la population et la circulation routière. Ajoutez à cela des nids, des poules et des odeurs nauséabondes que rejettent ces immondices, surtout après les pluies. Nos reporters ont fait le constat dans les communes de Kasavubu, Selembao, où la population lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Béatrice Chaco, Jean-Louis Ilunga pour le reportage. Image insolite et désolante à la fois, celle d'un jeune homme assis au sommet des immondices. Une manière, selon lui, d'exprimer son ras-le-bol face à ces déchets qui polluent l'environnement chaque jour. Ceci est aussi, dans une certaine mesure, à la base des embouteillages monstres dans la capitale. Nous sommes ici dans la commune de Selembao, croisement 24 Land. Après le curage, ils doivent évacuer. Malheureusement, ceux qui le font abandonnent ces ordures sur la chaussée. Tous s'entremêlent dans ces marchés de la commune de Selembao. Des vivres, vendeurs et immondices font bon ménage. Les commerçants de ce lieu de négoce sont exposés à plusieurs maladies dites des mains sales. Toutes les immondices curées des caniveaux de cette partie de la capitale ressortent à la surface sur la voie publique. Le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao rassure ses administrés sur les mécanismes d'évacuation de ces ordures. Depuis l'existence de ces caniveaux, il n'y a jamais eu de curage. Il s'est posé un petit problème avec l'évacuation et ils ont trouvé déjà une solution. Si vous descendez là tout de suite, vous allez trouver qu'il y a un tractopelle qui est là et un véhicule pour évacuation. On peut espérer, je crois bien, d'ici 2 ou 3 jours, on finira par évacuer ces véhicules. Place Victoire, miroir de la capitale, ce carrefour mythique a perdu son éclat de l'époque. Les ordures curées des caniveaux de l'avenue Victoire à Kasavubu polluent cet environnement et réduisent la chaussée. Un passant fait montre de son indignation. Je vous dis sincèrement que c'est regrettable. La ville de Kinshasa n'était pas comme ça. Quand on grandissait, il y avait Salongo 2 fois par semaine, contrôlé par les chefs du quartier. L'autorité municipale de la commune de Kasavubu fustige l'incivisme grandissant et donne des assurances quant à l'évacuation de ces déchets. Les problèmes de Kinshasa, les communes telles qu'elles sont là, ils n'ont pas de matériaux adéquats pour assurer la gestion des immondices. Nous aussi, l'État, nous ne croisons pas les bras, nous essayons avec les moyens des bords
pour pallier à ces problèmes-là. La santé n'a pas de prix, dit-on. Prenons soin de notre environnement pour une vie saine. Vraiment. Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage à soutenir le processus de la décentralisation en RDC à travers un projet dénommé « Projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence » en prélude de la première réunion du comité de pilotage. Le représentant du PNUD a échangé avec le ministre de la décentralisation, Eustache Mouanzi. L'objectif est d'évaluer la concrétisation du dit projet. Mireille Ndeke. Le ministère de la décentralisation a un rôle prépondérant à jouer dans l'amélioration de la gouvernance locale. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Maître Eustache Mouhanzi Mumbembe, s'engage à concrétiser cette mission. Le PNUD, qui a toujours été aux côtés de la RDC dans ses efforts de développement, en synergie avec l'UNCDF, se décide de maintenir cette collaboration à travers le projet dénommé « Projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence ». D'où cette visite du représentant résident du PNUD RDC, Damien Mama, aussitôt nommé auprès du ministre des tutelles, accompagné de ce collaborateur. Et ce, dans le souci d'améliorer la fonctionnalité des entités provinciales et locales, ainsi que les conditions de vie des populations à travers le Tanganyika, le Congo central et le Kasaï central. Nous avons passé en revue tout ce paquet d'activités que nous faisons ensemble avec le ministère. Et je me réjouis que le ministre veuille continuer ce partenariat avec le PNUD. Et le PNUD sera vraiment à ses côtés et nous allons continuer ensemble à investir dans le niveau local qui est extrêmement important, apporter les services là où les populations se retrouvent. Et cela ne peut se faire que par la volonté politique que j'ai pu lire dans les propos de son Excellence le ministre d'État. Les deux personnalités ont également échangé pour harmoniser le point de vue en prélude de la première réunion du comité de pilotage qui se tiendra le 2 mai prochain. Il y a lieu de noter que cet appui pour une durée globale de 2 ans et 2 mois a été financé par le Royaume de Suède à hauteur de 1 732 106 $. Les représentants résidents du PNUD en RDC, Damien Mama, réitère ses remerciements au ministre de tutelle pour son leadership dans la conduite de ce programme aussi ambitieux. Maître Eustache Mouhanzi Mumbembe s'est dit satisfait à son tour pour cette étroite collaboration. L'inclusion de la femme dans la société et processus de paix en République démocratique du Congo. Le ministre du Genre, Enfants et Familles a échangé à tour de rôle avec ses différents partenaires. Yvette Thomas Koutima pour le reportage. L'agenda de la femme congolaise, le genre, l'inclusion des femmes dans la société, ainsi que le processus de développement, des sujets d'intérêt commun entre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les gouvernements. Damien Mama, représentant de cette agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, a présenté jeudi 20 avril 2023 la situation générale sur les partenariats entre les deux parties auprès de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangu Bibi Mouloko. Aussi, avoir des orientations par rapport au domaine d'intervention. L'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable a sollicité l'implication de la patronne du genre à travers un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'organisation du 50e anniversaire d'existence. Le directeur exécutif de cette association, Gilbert Ngongambia, a réitéré son engagement dans la lutte contre toutes sortes de violences basées sur le genre et éliminer les violences à l'égard de femmes et des enfants. Les femmes jouent un rôle pertinent dans les processus de paix. Les diplomates allemands en poste à Kinshasa, Dr Olivier Schenakenberg, a présenté à la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangu Bibi Mouloko, la politique allemande du genre. Les deux parties ont insisté sur la mise en œuvre de quelques textes au profil du genre, dont les processus de Nairobi et de Sun City qui met un accent sur l'inclusion de la femme. Et pour boucler la boucle, la patronne du genre a eu une rencontre avec la commissaire en charge du genre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, Yvette Kapingangalou, qui est venue déposer l'invitation pour le rendez-vous des ministres en charge du genre de pays membres de la CEEAC prévu à Libreville, au Gabon, au mois de mai 2023.
Et puis ce cri d'alarme des agents et cadres de l'administration du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ces derniers plaident pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Le ministre de tutelle a promis de trouver une issue heureuse. Juste après, Désiré Nzinga a visité les installations de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Marthe Mangaza. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Nzinga Birianzé, poursuit sa ronde dans les différentes entités sous sa gestion. Ce jeudi 20 avril, il a commencé par le secrétariat général où il a été reçu par Madame la secrétaire générale Zadirokouye Ramazani, entouré d'autres agents et cadres de l'administration. Une occasion propice pour elle de brosser sommairement la situation socio-économique qui nécessite une attention particulière de l'autorité de tutelle. Désiré Nzinga a, après avoir encouragé le personnel, donné la vision du chef de l'État pour ce ministère. Nous avons commencé par l'administration, accompagné de Madame le secrétaire général. Nous avons vu dans quelles conditions il travaille. C'est inacceptable. Je trouve à l'ANADEC comme à l'administration des gens qui sont vraiment engagés. J'ai trouvé des gens qui sont très disponibles à pouvoir nous accompagner dans la vision du chef de l'État de créer des millionnaires. J'ai vu à l'administration 42% d'agents qui sont du sexe féminin. C'est très important parce qu'au niveau de l'ANADEC, c'est presque le même constat. Et moi, j'encourage ça. À l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais en ADEC, Désiré Nzinga Birianzé, qui avait à ses côtés le directeur général Ezekiel Bidouaya et d'autres chefs hiérarchiques, a eu un seul message, celui d'amener les Congolais à utiliser toutes les potentialités naturelles mises à sa disposition et faire de l'entrepreneuriat un vecteur de transformation sociale et économique de la République démocratique du Congo. Les 5 piliers de la déontologie de l'expert comptable, c'est le thème de la séance pédagogique à laquelle a pris part les experts comptables de la ville de Kinshasa. L'intégralité, l'objectivité et la confidentialité font partie de ces 5 piliers. Les participants ont également assisté à l'Assemblée provinciale ordinaire des experts comptables. Jacques Mégy pour le reportage. À Béatrice Hôtel, les experts comptables se sont retrouvés d'abord pour une séance pédagogique avec pour thème les 5 piliers de la déontologie de l'expert comptable. Les participants ont appris que selon les exigences de l'OHADA, un bon expert comptable déontologiquement parlant doit être intègre, objectif, confident, compétent et diligent et doit avoir un comportement professionnel. C'est une matière de base pour les experts comptables. La déontologie de l'expert comptable, c'est ça qui fait vivre l'expert comptable. C'est ça qui tient le métier lui-même. Parce que c'est la déontologie qui donne les lignes de conduite que l'expert comptable doit suivre. Et comme l'ordre est en train de prendre de l'ampleur, il a fallu qu'on rappelle aux confrères les principes de base de la pratique du métier. Puis s'en suivra dans l'après-midi l'Assemblée provinciale ordinaire. À l'ordre du jour, plusieurs points notamment, rapport d'activité de l'exercice 2022, présentation de comptes et rapports financiers de l'exercice 2022, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice 2022. C'est vers 16 heures que cette double activité des experts comptables a pris fin. Le Conseil économique et social a organisé une séance académique à laquelle a pris part le ministre de l'Industrie Julien Paluku, un des intervenants d'ailleurs. Il a exposé sur le projet d'installation d'une usine de précurseurs des batteries électriques en République démocratique du Congo, à Nimbalaka. Académique présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président de cette assemblée consultative, était une occasion pour les conseillers de la République et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, d'échanger sur les enjeux autour du processus de mise en place de la chaîne de valeur des batteries et voitures électriques en République démocratique du Congo et les perspectives à venir. Au cours de son intervention, le ministre de l'Industrie a d'abord pris soin de souligner la motivation ayant poussé le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à initier le développement d'une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries et des voitures électriques.
Il s'agit de son souci de changer les paradigmes de gestion des ressources minières, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi sur les continents africains. Pour le président, il faut construire ici, en RDC, avec d'autres pays africains, notamment la Zambie, une chaîne de valeur qui part de l'extraction des minéraux jusqu'à leur transformation. Ainsi nous aider à capter le marché mondial qui se chiffre d'ici 5-10 ans à près de 7 000 milliards de dollars américains. Ce qui permettrait, avec ces ressources, si on capte seulement un pourcentage évalué autour de 5 à 10%, de changer la structure économique de notre pays, de changer même notre budget et de passer d'un budget minable de 16 milliards de dollars à un budget qui va avoisiner les 100 milliards, les 200 milliards. À l'issue de ces échanges, les conseillers de la République ont formulé des recommandations à l'endroit du ministre en vue d'enrichir les différents outils déjà mis en place de manière à contribuer à l'amélioration de ce projet. La Cour des comptes, une institution supérieure de contrôle financier, a désormais une salle d'audience dénommée Léon Kengo-Wandodo. Elle va permettre justement de bien dire le droit et de procéder au jugement. Nancy Poba pour le reportage. Enfin procéder à des jugements puisque la salle d'audience Léon Kengo-Wandodo vient d'être inaugurée ce jeudi 20 avril 2023 au siège même de cette institution supérieure de contrôle. On ne peut concevoir une juridiction sans salle d'audience, dixit le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui a donné 2 raisons qui l'ont poussé à baptiser cette salle du nom de l'illustre personnalité Léon Kengo-Wandodo. En premier lieu, c'est parce que c'est le tout premier président de la Cour des comptes et en second lieu, c'est parce que ce nom inspire la rigueur et un sens de la justice sur lequel tout magistrat de la Cour des comptes devrait se référer. Et pour finir, il a annoncé « J'annonce solennellement que dès demain, la Cour des comptes, par l'entremise de Monsieur le procureur général, amorce la procédure de poursuite et de répression des fautes de gestion. » Ému par cet honneur qui lui a été fait, Léon Kengo-Wandodo a répondu à travers un discours qui a été lu par son émissaire. C'est avec une fierté légitime que je reçois l'honneur que vous me faites d'unir mon nom à la salle d'audience de la plus haute instance financière du pays. Ce privilège est d'autant plus significatif que je suis le premier des animateurs de cette institution. Modeste Bahati, président du Sénat, a coupé le ruban inaugurant ainsi la salle d'audience Léon Kengo-Wandodo. Les travaux de la revue à mi-parcours du projet REDIS se sont clôturés aujourd'hui. Jeudi, la Banque mondiale et tous les pays membres de la CEAC ont formulé des recommandations pour cette 4e phase. Reportage. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, en collaboration avec le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, les délégations de l'Angola, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Tchad et de la République démocratique du Congo, ont passé en revue le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale 4e phase, REDIS 4. Faire un bilan des activités réalisées et de leur stratégie de mise en œuvre par composante pour estimer leur efficacité, évaluer la pertinence du cadre des résultats, des arrangements institutionnels, de la gestion du projet, y compris des aspects fiduciaires, environnementaux et sociaux en été, entre autres objectifs. Pendant 4 jours, les experts ont mis à contribution leurs intelligences, couronnées enfin par la signature du communiqué final lu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, en présence de ses collègues venus d'autres pays de mise en œuvre du projet. Nous voilà dotés des produits attendus de la mission qui nous est assignée en tant que membre du comité régional de pilotage du projet, à savoir prendre des décisions idoines qui s'imposent pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre du projet avant la clôture du dit projet. Il s'agit notamment des actions prioritaires à exécuter en urgence d'ici à octobre 2023 au niveau des pays bénéficiaires ainsi qu'au niveau régional, de l'engagement pris pour la réalisation des évaluations conjointes externes du règlement sanitaire international 2005. Des recommandations ont été faites à la CEAC, à la Banque mondiale et à toutes les autres structures de mise en œuvre du projet REDIS 4.
Et puis ce communiqué, la Régie des eaux et sa direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés des parties centre et sud-ouest de la ville de Kinshasa que ces usines de traitement d'eau potable d'Ondjili et Lukaya fonctionnent à régime réduit suite à des pannes des équipements électromécaniques. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations sont observés dans les fournitures d'eau dans les communes et quartiers ci-après Matete, Limete, Kingabwa, Lemba, Salongo, Ngaba, Makala, Unikine, Kindele, Selembao, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Barumbu, Kimbondo, Sebo, Cité Pumbu, Cité Mamamombutu, Cité Verte, Dumez, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Kambadia Dingi, Massangambila, Monkole, Mongafula, commune et Ngafani. La Régie des OS a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté et les rassure que les équipes d'ingénieurs et techniciens sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau potable. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, un parti membre de l'Union sacrée, sensibilise ses membres sur les réalisations du président de la République. Vous le savez, 2023 est une année électorale. Nous suivons ce reportage de Blaise Kitiki. Organisé par Berthe Mouika, la présidente communale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT Maluku. D'abord, les explications sur les réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment conduit par la vice-présidente nationale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, Clarisse Baby Mouika. Pour elle, le chef de l'État a marqué le pays par rapport à sa vision de développer le pays. Voilà pourquoi l'UVT tient à sa candidature en décembre 2023. Et le deuxième moment fort, l'adhésion des nouveaux membres de ce parti, membres de l'Union sacrée, parmi lesquels on pouvait voir une poignée des pêcheurs de Maluku. Un motif de joie pour le représentant du président national de l'UVT. Clarisse Baby Mouika a saisi la balle au bon pour sensibiliser ses membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes à encourager les candidatures des femmes et aussi celles des jeunes. Les élections approchent, nous devons vraiment soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour y arriver, il faut faire un bon choix des candidats députés, mais aussi soutenir la candidature des femmes. C'était également l'occasion pour ces pêcheurs de faire cadeau à ce haut cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Un cadeau des poissons, fruit de leur travail, ceci malgré qu'ils sont victimes du lotissement du port de Maluku, qui est jusqu'ici leur lieu de travail. La problématique de la relance de la société commerciale des transports et des ports, des questions au centre des échanges entre les membres du Collège économique, finance, commerce extérieur du cabinet du président de la République et les responsables de la SCPT. Fanny Kikoufi, David Akabani pour le reportage. C'est une suite logique des instructions données au gouvernement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors des 82e et 83e réunions du Conseil des ministres, le chef de l'État avait donné le temps de la reprise dans un délai raisonnable du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, mais également de la relance de la société commerciale des transports et des ports SCTP. Faisant suite à ces instructions, particulièrement données au ministère des Finances et des Transports, les acteurs impliqués multiplient les rencontres pour ce faire. Celle de ce jeudi a réuni les responsables de la SCTPSA et ses syndicalistes, les représentants du ministère des Transports et celui du portefeuille sous la coordination des conseillers principaux du chef de l'État au collège juridique et administratif et au collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille. Une réunion essentiellement marquée par une séance de travail scindée en 3 sous-commissions. Nous sommes en train de débattre sur le problème de l'ex-Onatra. Nous avons eu 2 réunions avec toute la direction, plusieurs représentations. Et là maintenant, la plénière avait décidé que le travail se fasse en commission. La 3e rencontre a accordé la parole à l'intersyndicale de la SCTP au travers son secrétaire. Quand le président donne une instruction, il faut qu'il y ait des gens qui vont matérialiser ça.
Et parmi ces gens-là, nous les syndicalistes. C'est pourquoi nous, syndicalistes, nous remercions sincèrement le président de la République qui a accepté, n'est-ce pas, de relancer d'une manière durable la SCTP. La précédente réunion avait fait objet de la résolution des difficultés que rencontre cette entreprise du portefeuille de l'État. Ces discussions augurent sans doute un lendemain meilleur pour cette grande entreprise, chef du gouvernement du pays. Et puis cet autre communiqué pour boucler ce journal. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus de la ligne 220 kilovolts entre les postes, je pense que c'est ça, de Lingala et de Mbouono au Congo-Brazzaville, des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique pourront être observées ce vendredi 21 avril 2023 de 7h à 10h dans certains quartiers et communes ci-après, Ngalema et Mongafula. Toutefois, la situation sera stabilisée aussitôt que les travaux reprendront fin. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Constance Mananga revient à 23h. Moi, je vous dis au revoir.